Bienvenue à tous, du coup, bienvenue à tous ceux qui arrivent, bienvenue MV. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je suis très content de Merci à t'avoir toi. ici ce soir. C'est assez étrange de t'introduire et de te présenter parce que je pense qu'ici, et pas qu'ici, tout le monde sait relativement qui tu es. Mais tu es sûrement un des streamers français les plus connus. Ce qui nous intéresse aussi ce soir, c'est Xavier Dang, du coup, le musicien. Tu as toujours bien séparé Mister MV et Xavier Dang, si je ne m'abuse. Y a Ouais, aussi. il y a Ouais. des moments où je le faisais pas trop et ça posait problème parce que il y a beaucoup de moments où je faisais des musiques humoristiques, des parodies, des pastiches et compagnie, et du coup ça desservait plutôt la musique sérieuse que je faisais à côté, donc valait mieux. C'était quoi, toi, genre le premier truc que t'as entendu et qui est pas juste où tu t'es dit c'est cool la musique, mais qui t'a donné envie de faire de la musique en fait, vraiment envie de t'y mettre quoi. J'ai eu un affect avec la musique très tôt. Tout de suite, j'ai eu des affects vers les trucs un peu différents. Je me souviens que la première musique du top 50 qui m'avait marqué à mort et qui m'avait passionné, c'était Enjoy the Silence de Dépêche Mode. Ouais, carrément. Et Ouais. ça, c'était genre 89. Pour faire de la musique, c'est compliqué. Moi, en plus, j'ai commencé vraiment un peu en mode geek nerd, c'est-à-dire j'ai rejoint un collectif au début qui reproduisait des musiques de jeux vidéo. Et c'est vrai que vu D'accord. que j'ai été scolarisé à un moment et j'étais corps et âme dans le jeu vidéo et dans les JRPG, toutes les bandes son de Final Fantasy, des JRPG de cette époque-là, je trouvais ça hallucinant d'avoir justement dans des jeux d'une bande son totale de 60-70 pistes avec de très jolies mélodies. Et c'est un petit peu toute cette époque-là et de la 16 bits, on va dire, et Final Fantasy aussi, qui m'ont donné envie justement déjà dans un premier temps de recréer pour ensuite faire un peu la même chose entre guillemets. Donc c'était Uematsu, un peu l'élément déclencheur. C'est ça. Ensuite, ça correspond aussi à l'époque où vraiment je me mets à faire de la musique avec ma découverte un peu de plein de courants électroniques. D'abord des choses un peu évidentes comme de l'époque, comme la trance, la goa et compagnie, mais aussi la musique ambiante de méditation, puis des artistes un peu plus énervés et moins accessibles. Et ça aussi, ça a beaucoup joué parce que outre la musique de jeux vidéo que j'essayais de refaire, j'ai aussi tout de suite essayé de faire l'électro un peu bizarre, de l'IDM, des trucs arythmiques. Ce qui est un peu audacieux quand on commence tout juste, mais c'était drôle. Pour situer le truc, t'as jamais fait toi d'études, on va dire classiques de musique, c'est-à-dire à l'académie de musique, même si c'est pas forcément un conservatoire ou des cours à l'école ou des trucs comme ça. Tu t'es lancé directement en mode ton premier contact, ça a été toi tout seul qui essaie de faire des trucs. J'ai aucun conservatoire, aucun solfège, à part le solfège obligatoire du collège que tout le monde oublie. Et donc, oui, je me suis lancé en autodidacte. D'abord, vraiment tout seul dans mon coin à rigoler avec une vieille version de Cakewalk, donc l'ancêtre de Sonar, voilà, vraiment le séquenceur MIDI à l'ancienne pour faire des reprises justement de jeux vidéo en général MIDI. Puis ensuite, j'ai très vite découvert le tracker en rejoignant une communauté sur IRC qui était dédiée à refaire de la musique de jeux vidéo sous tracker. C'est pas la première fois que je t'entends parler de tracker en fait, et je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est le tracker en fait? Alors le tracker, ce sont des programmes qui sont arrivés très très tôt, mais qui sont surtout démocratisés à l'époque de l'Amiga. Donc l'Amiga qui était un PC, enfin un ordinateur justement concurrent du PC et compagnie. Il y avait même des modèles qu'on pouvait brancher directement à la télévision. Dans les années 90, la musique en MIDI, pour la plupart des gens, c'était ce qu'on appelle la musique surtout en FM, en synthèse, Ouais. c'est-à-dire qu'il fallait acheter une Sound Blaster à 1000 francs à l'époque, donc 150 euros, mais plus au final. Et pour avoir des musiques qui sonnaient un petit peu simili, un peu Mega Drive, mais moins bien. Même si on avait une polyphonie qui était assez vénère, parce qu'on pouvait charger jusqu'à 16 canaux, enfin 16 instruments, mais dans chaque piste mettre de la polyphonie, mettre beaucoup de choses, donc c'était riche. Mais ça avait un son voilà, très particulier. Par exemple, il y a des gens qui détestent le son de la Mega Drive. Moi, j'aime beaucoup ces sonorités-là, mais ça parlait pas à tout le monde. Et en fait, le tracker, c'était révolutionnaire, entre guillemets, parce que c'est juste des programmes où on peut charger des samples, grands ou petits, évidemment, ça définira la taille du fichier final. Mais par exemple, on pouvait prendre un sample de flûte, on va dire, qui était pas trop dégueulasse, et Mhm. ensuite trouver la boucle parfaite à la fin du sample de flûte pour avoir une flûte qui sonne beaucoup mieux qu'une flûte en MIDI de l'époque, enfin en général Ouais. MIDI, avec un sample qui pesait 20 kilooctets. Donc en gros, en optimisant ça, en chargeant plein de samples, que ce soit percussion, flûte, synthé, etc., on a eu toute une scène qui s'est développée.
d'abord via l'Amiga, parce que l'Amiga a été un des premiers à introduire ce format-là où on avait seulement que 4 canaux, donc c'était un petit peu rustre, quoi. Il y avait 4 canaux, 2 à gauche, 2 à droite. Mais ensuite, ça s'est modernisé. On a eu le droit à 16 canaux, puis 32, puis 64. On a même on avait même le droit à des canaux virtuels après, c'est-à-dire que on pouvait mettre sur la même piste faire en sorte que quand un nouveau son jouait, bah, la release du précédent son fondait dans l'attaque du nouveau et créait un canal virtuel justement pour pas que le son soit coupé net quand un nouveau D'accord, arrivait. ouais. Et il y a toute une scène qui s'est créée, un peu élitiste même à l'époque. D'abord via la démo scène, puis la scène vraiment des trackers où j'avais un net label justement où j'avais réussi au fil des années à avoir un peu des légendes du game dessus. Et vraiment, on faisait des trucs fous à l'époque et il y avait vraiment des artistes qui ensuite ont été signés et qui ont bossé pas seulement dans le jeu vidéo, mais il y a pas mal d'artistes. Je pense à Dune qui était vraiment une légende qui faisait de la musique électronique, de l'électro, de l'ambiante, de la drum and bass, très stylé à l'époque, qui a ensuite signé chez Warp Records en tant que Ouais. Broadham States, donc avait sorti des scuds avec toute l'équipe de Warp Records, d'Afex Twin, Otaker et compagnie. Il y a des Jesper Kid. Jesper Kid, tout simplement, vient de cette scène-là. Jesper Kid, c'est quoi? C'est Assassin's Creed, c'est du Darksiders, du Unreal. Donc Unreal, c'est vraiment l'époque Tracker, etc. etc. Des gens comme Yone Valtonen, enfin il y a plein de gens comme ça qui maintenant bossent dans la musique, que ce soit de cinéma, de jeux vidéo ou d'orchestration. D'accord, ouais. Donc voilà, toute une scène alternative qui s'est créée là, et évidemment qui a commencé à mourir progressivement. Et vraiment, c'était déjà de niche, mais qui est devenu méga de niche une fois qu'on rentre bien dans les années 2000, vu que, euh, vu que dans les années 2000, ça y est, même sur PC, même sur console, le format MP3 ou audio revient vient tranquille parce qu'il n'y a plus cette limitation d'espace, de stockage et de hardware. Et c'est marrant parce que du coup, t'as démarré cash avec des trucs, entre guillemets, geek pour un musicien. Tu vois, enfin, t'as Oui. démarré directement avec ça, t'as pas démarré en t'achetant un Ouais, clavier une ou une gratte gratte ou un ou... piano. Ouais, c'est particulier. Ensuite, la gratte, ouais, c'est un regret. J'en ai une plus tard et j'ai gratté un petit peu vite fait, 1 ou 2 ans. Mais en fait, oui, là, j'ai eu la chance. J'avais un PC qui était tout pourri, mais en gros, mes parents avaient pas de thunes et il y a eu un héritage de mon grand-père. Et en gros, ça a permis juste d'acheter ce PC-là qui était un petit peu une lueur d'espoir presque, parce que Ouais. voilà, j'étais déscolarisé, un petit peu seul tout et tout, mais j'étais un peu geek, donc peut-être qu'il y avait moyen d'en faire quelque chose. Et bon, finalement, outre la découverte de l'Internet et tout l'émerveillement que ça a apporté, et aussi le fait de graver des jeux PlayStation 1 pour faire un peu de pognon, il y a eu cet aspect de musique qui me permettait voilà, de vraiment passer des heures, entre guillemets, devant le PC, mais à faire des choses un petit peu plus productives. Et donc, tu disais tes premiers rêves, ça a été des trucs, tu parlais d'Aphex Twin et tout. Alors, c'est marrant, je sais pas si maintenant, il y a encore des jeunes, entre guillemets, qui écoutent Aphex Twin. Moi, je me rappelle quand j'étais au collège, pareil, c'était vraiment un gros artiste influent, quoi. Ah, Et ouais, nice. donc t'étais vraiment dans une scène assez expérimentale, assez dark, mine de rien. Oui, c'est ça. Bah, ouais. En gros, ouais, les années 90, pour moi, ont commencé un peu comme tout le monde avec Nirvana et compagnie. Que cette scène, la scène grunge, puis metal et compagnie, à fond. C'était les années 90, c'était assez, mine de rien, rythmé par le rock. Enfin, par divers styles. Et ensuite, ouais, par contre, ouais, fin 90, ouais, voilà, Radiohead, bien sûr. Et cette découverte, pas via l'ambiance, via ensuite Aphex Twin, Ninja Tune, enfin, Warp Records, Ninja Tune, donc parce que je vois des gens qui parlent d'Amon Tobin évidemment, Aphex Twin, Boards of Canada, que je trouve absolument extraordinaire, et plein de trucs foufous, surtout au fil des années avec Soulseek etc., où il y avait toute une scène qui se partageait de la musique, justement, un petit peu méconnue. C'était un petit peu le jeu de trouver tous les petits artistes de la scène électro et expérimentale qui sortaient. Ouais. Donc ouais, j'étais rentré à fond dedans et j'ai pas, ça devait être sûrement aussi parce que j'étais un
un peu mal, un peu misanthrope à ce moment-là, mais il y avait, tu ressentais une espèce de puissance quand plus Ouais. le son il était archi chelou du Aphex Twin énervé ou du Otaker. Otaker aussi, c'est des rythmes avec vraiment du retrigger de partout, des sons hyper stridents qui s'étirent, qui reviennent, c'est bien énervé. Mais je pense qu'on a Et tous ce ouais. truc-là au collège, où en fait, enfin au collège-lycée en gros, où tu vas dans une niche qui est souvent un peu extrême. Nous, je pense qui avons tous des profils un peu... on n'était pas le mec... Enfin, je pense pas... Après, je sais pas si t'es retourné en cours après le collège ou pas, du coup, après ton truc d'esco. Mais bon, on n'était pas les mecs les plus Ouais, vite populaires, fait. je pense, du collège ou du Ah, lycée. On n'était pas les... Tout ça. Et donc, forcément, tu t'enfermais un peu dans ton truc. Et moi, du coup, c'était plus la scène métal. Et toi, t'as eu en fait, l'équivalent plus électro, quoi. Même ouais. si voilà, j'aurais moins honte d'avoir écouté Aphex Twin que certaines choses que j'écoutais moi à l'époque. Mais je me rappelle, Aphex Twin, c'était... je savais pas vraiment qui c'était. Il avait tous ses clips ultra bizarres, tous ses sons, je comprenais même pas comment c'était possible de les faire et tout. Et t'avais une sorte de... Ouais, vraiment de... Je sais pas, de mystère tout autour qui était super et qui est très dur à retrouver aujourd'hui de nos jours, quoi, avec la com non-stop des groupes, quoi. Ouais, bah oui, Aphex Twin, c'est un gros délire. Beaucoup de gens l'ont connu justement pendant les années 90 avec le clip de Come to Daddy, qui est, Ouais. voilà, qui est Come to Daddy, qui est une track hyper énervée, presque commerciale hein, par rapport à beaucoup de choses qu'il fait, mais qui reste une piste super énervée avec un clip horrible où c'est des enfants qui ont tous son visage à Ah, c'est lui, affreux. qui terrorisent une mémé, il y a des monstres chelous qui sortent, C'est génial. caméra, c'est Chris Cunningham qui lui a fait que des clips de foufou comme ça. Et puis ouais, donc Richard D. James, on voit jamais sa gueule il la placarde partout sur toutes les coms et compagnie. Et puis en plus, il y a tout ce délire il a plein de side projects tout le temps. Il est Aphex Twin, mais il est AFX, il est Caustic Window, il est machin, Ouais. il a plein d'alias différents selon la zik qu'il fait. C'est un mec hyper prolifique qui vient de la scène Tracker d'ailleurs. Il a fait des morceaux qui sont par exemple, la compilation Ambient Works Ouais. 85-94. Il y en a qui sont faits sous Impulse Tracker, je crois. C'est le tracker que j'utilisais. Donc D'accord. vraiment un mec qui touche à tous les trackers, les machines, les doses et compagnie, qui est possédé, et hyper prolifique. Et du coup, ouais, qui en plus, évidemment, d'être hyper acide dans sa com et très moqueur, se montrait jamais. Donc ouais, il y avait tout un culte. Toute une non-com qui finalement était une com archi maîtrisée. Ouais. C'est ça, mais c'était très très fort. Voilà. Bah, un peu comme tout ce que t'avais même, tu vois, sur les Marilyn Manson à l'époque et tout. T'avais des rumeurs, Ouais. des trucs. Tu sais, t'avais plein de choses et je pense que ça a grandement participé à leur succès, quoi. Je pense que c'est vachement plus dur à faire ça aujourd'hui. Ou enfin et même je pense j'en parle souvent, mais le Pink Floyd, tu vois, par exemple, et tout, je sais pas si tu connais, tu sais, les anecdotes, les trucs du style si tu passes Dark Side of the Moon en même temps que tu regardes Le Magicien d'Oz, tout l'album est matché dessus, et t'as plein de trucs Ah, comme ok. ça mais qui au final sont sûrement des conneries, tu vois, enfin ça a été Ouais. démenti ou quoi avec le temps. Mais vu qu'à l'époque, t'avais pas, tu pouvais pas taper dans Google est-ce que c'est vrai ou pas, quoi. Ça faisait une espèce de rumeur, de trucs, et du coup, t'avais tout un culte et toute une aura qui se dégageait du groupe, que je trouve très très cool. Alors, ça Tous les reposait fantasmes et le bouche à oreille, ouais. exactement, quoi. Et ça permettait, je pense, de donner aux artistes en fait, au final, t'avais moins d'infos, mais du coup, ton imagination pouvait plus, tu vois, s'emballer un petit peu sur certains projets. Je trouvais ça assez cool. Ouais, en plus, parce que de nos jours où c'est très facile de se faire stalker, machin, les gens sont très insistants. Donc si tu perces, c'est foutu. C'est-à-dire que au moment même où tu es encore personne, entre guillemets, commercialement, déjà que tu pris les dispositions pour être un personnage et entre guillemets, être anonyme, un peu ce qu'avait fait, même si tout le monde savait que c'était Bangalter et son pote, les Daft Punk, quoi. Ouais. Ou Damon Mais Albarn avec bon, Gorillaz, oui, et si, voilà. voilà. Damon Albarn, bon, il traînait Blur derrière lui, qui était excellent aussi d'ailleurs, donc donc c'est plus compliqué, mais ouais, c'était très réussi comme coup, comme Gorillaz également. Mais ouais. Comment t'es passé à autre chose? Parce qu'aujourd'hui, quand j'écoute ce que tu fais et quand je sais ce que tu fais, en plus je sais que tu fais pas mal d'orchestral et tout en ce moment, ça a pas forcément grand chose à voir avec Aphex Twin, quoi. Et les trackers, je pense. Non, je suppose qu'il y a un moment où t'as commencé à t'ouvrir. Moi, en fait, je suis passé du metal hard rock au blues. C'est vraiment le blues qui m'a ouvert à des trucs plus tranquilles, tu vois, Hmm. moins violents, où j'ai vraiment développé mon langage, on va dire. Toi, t'as eu comme ça un truc où tu t'es mis à écouter tout d'un coup, quoi. Ouais, moi j'étais ouais, donc à fond sur cette zik électronique un peu expérimentale, mais d'un côté, je restais ouvert aux mélodiques. J'étais toujours archi fan
jeux vidéo. J'avais même un site de musique de MP3 de jeux vidéo à l'époque, vraiment à l'ancienne, quoi, avec des MP3 téléchargeables. J'avais des centaines d'albums de jeux vidéo. Et malgré ça, bon, j'écoutais encore un peu de rock progressif, divers trucs, etc. J'aimais quand même encore la scène rock, vu que j'adorais l'ambiante. Donc ensuite, progressivement, il y a un peu des trucs qui mélangeaient bien l'ambiante et le rock, le post-rock, notamment des exemples très connus, c'est Sigur Rós, mais des groupes comme Godspeed You Black Emperor, des choses comme ça, des morceaux de 20 minutes où c'est beaucoup d'ambiance, des grattes avec beaucoup de délais ou des attaques lentes, etc. Donc j'écoutais quand même des choses un peu élitistes, entre guillemets. Évidemment, j'étais le connard de base qui détestait la pop. Voilà, ce que j'écoute, c'est mieux que vous. Exact, le rap, j'aimais pas grand-chose, machin. Et c'est quand j'ai commencé à vouloir progresser, justement, à avoir une prod meilleure, quand j'ai voulu progresser en tant que musicien. Parce que notamment, c'était frustrant pour moi qui voulais aussi bosser dans le jeu vidéo, de pas être capable de faire de la mélodie à la Mario ou à la Zelda. Tu vois, j'étais vraiment dans des schémas d'ambiance, de nappe, etc. Là, justement, c'est l'avantage principal d'avoir fait plus de 1500 compètes d'une heure, c'est que j'ai commencé à me dire, bon, là, tu te forces, tu fais du mélodique à mort, là, tu te forces, tu essayes une approche un peu jazzy, là, tu fais un truc funky rigolo, tu essayes de la drum and bass là. C'est comme ça que je suis un petit peu sorti, que même au niveau de mes goûts musicaux, je me suis beaucoup plus ouvert parce que dans un morceau de prod, quand Beyoncé, Rihanna sortaient un truc, je disais putain, ok, au niveau de la prod, de l'accroche, de la mélodie, je trouvais ça hyper intéressant. Certains considéraient que c'est perdre de la personnalité, mais en vrai, j'étais super content de pouvoir apprécier autant un Aphex Twin qu'un Radiohead, que du rock bateau, que du métal, que de la pop, et de trouver, et du rap, et de trouver un petit peu tout ce qu'il y a à apprendre dedans. Si tu dois me dire un mec là que tu admires, dont le travail t'inspire très fortement et tout, c'est qui la première personne qui te vient à l'esprit? C'est pas très original, mais ça serait Thom Yorke, je pense. J'aime pas trop ce qu'était Radiohead dans sa genèse. Ouais. Et c'est quelqu'un d'extrêmement torturé qui s'est tout le temps mis en question. Moi, j'adore toute leur évolution musicale, les choses qu'ils ont fait pour finalement des fois faire rétrograder, revenir à la guitare, mais du coup introduire de manière différente, etc. Les deux, que ce soit lui et Johnny Greenwood, bossent aussi sur des musiques de films qui sont très intéressantes. En plus, il a une histoire personnelle qui est assez tragique, notamment ces dernières années. Et c'est quand même quelqu'un, voilà, qui reste focus, qui crée beaucoup, qui est engagé aussi politiquement, très dans l'écologie et compagnie. Et puis crois-moi qu'avec le Brexit et leur premier ministre, il était très énervé ces dernières années. C'est un groupe en fait qui a accompagné un peu toute ma vie, tu vois. C'est un peu pour un mec qui est né dans les années 80-90, c'est un peu normal, tu vois. Moi, je suis ado, pré-ado ou ado, je rentre dans l'adolescence, il y a Creep qui sort. Creep, maintenant, je peux plus l'entendre, j'ai envie de péter un plomb quand je l'entends. Et Live in From the Basement sur YouTube, j'adore me les remater assez régulièrement parce que j'adore par exemple In Rainbows, etc. Là, même le dernier Moonshade Pool. Bref, j'adore Moonshade Pool. C'est un de mes albums favoris. Je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais je le trouve génial. Et c'est ça qui est génial avec le groupe, c'est que, comme tu dis, c'est que vraiment chaque album, ils auraient pu faire du Creep-like jusqu'à la fin de leur jour, tu vois, ressortir 2-3 singles comme ça, et ils ont vraiment cette volonté, quoi, de créer, d'expérimenter des trucs et tout. Moi, Johnny Greenwood, toutes les BO qu'il a fait, j'adore, quoi. T'avais vu Anima Johnny aussi? Greenwood est très très fort. Anima, oui, ouais. Enfin, pareil, c'est complètement barré et tout, mais la musique tue, le concept est super intéressant et tout. Il a ce côté très arty, expérimental et tout, Thom Yorke. Mais ça fait plaisir d'avoir justement des gars où tu sais pas ce qui va sortir, quoi, après. Est-ce que ton album va sortir? Est-ce que tu taffes dessus? Qu'est-ce qui se passe un peu en ce moment? Non, là la musique est un peu au point mort. Je voulais reprendre déjà, on a notre émission de jeu de rôle Game of Thrones. J'aurais vraiment voulu beaucoup plus participer à la bande son. J'ai juste fait la musique du générique. J'ai 50-60 minutes de musique électronique qui traînent, qui ont été faites entre 2018 et 2021, qu'il faut juste que je mette à jour, que je prod, et que faut que j'attrape certains bugs parce qu'il y a eu des réinstallations de PC et de VST entre temps. Et puis il y a l'Arlésienne qui, à mon avis, va durer au moins 2 ans.
du fameux album des featuring de l'enfer promis aux The Event, où là, et en plus, il y a des gens qui se rajoutent tout le temps en plus, hein. Si tu veux en être, tu es le bienvenu, parce que ça va être un pot pourri assez drôle, vu qu'on a des artistes de tous les horizons, que ce soit rap, chiptune, électro. Le but, quand même, la finalité, c'est de le sortir d'abord en version numérique, mais où tous les bénéfices iraient à l'ONG d'un The Event, celui où cet album sera prêt à sortir, pour ensuite le rendre disponible sur toutes les plateformes de streaming, etc., voire même avoir une édition physique. Pour un The Event, c'est potentiellement, tu vois, c'est très con, mais 500 000 euros, ça se trouve, de plus qui rentrent dans la cagnotte. Carrément, ouais. Donc c'est quand même un objectif en ligne de mire qui est intéressant. Bon, le chat t'envoie beaucoup de courage, en tout cas, pour le projet. Et t'as même des Thaïs qui te remercient, qui te dit que tu es une inspiration pour les personnes qui ont eu notamment des soucis scolaires ou familiaux, et qui sont maintenant des stars. Star de niche. Non, bien sûr, moi je suis extrêmement conscient de la chance aussi que j'ai eu, quoi. Il y a du travail, mais comme j'ai dit, je suis feignant, donc il y a du travail, il y a juste aussi du bagou et de la débrouille et de la ténacité, mais énormément de chance, comme dans tous les milieux artistiques, hein, il faut pas se le cacher. Il faut trouver son talent et le perfectionner, oui, c'est sûr. Et c'est toi aussi qui avais organisé Speedon, non ? Si je ne m'abuse. Speedon, ouais, c'est particulier, ouais, c'est Médecins du Monde en fait qui est sûrement inspiré comme beaucoup d'ONG par des initiatives genre The Event et compagnie qui avaient envie de faire quelque chose de caritatif, de faire un événement caritatif, notamment sur Twitch ou YouTube. Du coup, je suis allé assez naturellement vers le marathon de speedrun parce qu'on a une scène de speedrun très très riche et active en France. Et donc ouais, ça m'a paru assez cool de faire ça. Donc voilà. J'ai refusé de prendre quelconque cachet que ce soit. Par contre, j'ai dit, même si ça me faisait chier que j'avais pas envie qu'il y ait de confusion et qu'on pense que je tire l'événement vers moi, mais je m'étais dit que pour la première, c'était quand même pas mal de bénéficier de ma chaîne qui avait déjà plus de 500 000 abonnés actifs pour vraiment marquer un grand coup et que les gens sachent que ça soit là. Bosser avec Twitch pour faire en sorte qu'on soit un maximum homepage. Donc l'event a été un super succès, hein, plus de 600 000 euros de récolter pour Médecins du Monde, donc évidemment ils étaient extrêmement contents. Ça serait bien que ça devienne un petit peu comme les Games Done Quick, c'est-à-dire un événement de communauté.